Et on termine avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir régulièrement pour donner son point de vue sur l'actualité économique, financière, l'actualité des marchés. Mais là, quand même. Donc, quand même, je veux qu'on réserve, parce que j'ai envie de savoir ce que tu penses, toi, de toute cette histoire Robinhood, etc., qui est quand même très, très, très intéressante. Mais il faut parler, alors, pour le coup, parce qu'on parle depuis un bon moment, mais après, il faut soulever le capot, désosser le modèle, parler marketplace. Oui. En fait, il se trouve qu'en ce moment-là, depuis quelques semaines, on va dire, dès que je soulève un capot, que je m'intéresse un peu à une boîte, il y a une marketplace pas très loin. Soit elle veut faire sa marketplace, soit elle est associée à une marketplace, soit ils se font un groupement pour faire des marketplaces ensemble. C'est le phénomène. Et toi, en l'occurrence, c'est un phénomène que tu as compris très très tôt avec netinvestissement.fr. Oui, alors qu'on a compris, je ne sais pas si on est plus intelligent qu'on l'a compris avant les autres, en tout cas, c'était notre façon de penser. Bon, enfin, c'était il y a 10 ans quand même. Je peux te dire que c'était avant tout le monde. Hein. Et c'est intéressant. Il y avait Jeff Bezos et toi, en gros. C'est-à-dire, voilà, en gros. bon, ça veut dire qu'il y en a un qui serait peut-être sorti un peu mieux que l'autre, bon, on va savoir, mais c'est pas grave. Je lui souhaite tout le bien du monde. Malheureux. Il est très très malheureux, non, mais je pense en particulier au mec qui lui ont conseillé en 97 de vendre sa boîte, ça c'est quand même génial. Enfin bon, bref, je me demande où il est celui-là. Mais c'est vrai, parce qu'il y a 10 ans, on s'était rencontrés justement dans ce cadre-là, et nous, avec Karl, on était un peu iconoclastes, parce qu'en fait, à l'époque, même d'un point de vue juridique, quand tu créais ta boîte ou quand tu créais ton business, tout devait être extrêmement vertical. Tout le monde voulait intégrer sa propre force commerciale, sa propre direction des produits, créer ses produits, etc., etc. Et nous, on s'était dit, dans notre secteur, on sentait que c'était pas ça que monsieur, madame, tout le monde demandait. Au contraire, la banque, qui a sa méthode, son produit, sa couleur, son enseigne, c'était plus ça qu'attendaient les Français en termes d'épargne, ou en tout cas 2008-2010 les avait clairement calmés une bonne fois pour toutes sur ça. Et c'est peut-être ça qu'on a senti avec Karl, c'est qu'on s'est dit, tu te rappelles, j'avais utilisé face à toi, démocratiser, dépoussiérer, c'était ouvrir en fait ce spectre. Et indirectement, c'est même pas une question de marketplace, c'est une question de technologie, la marketplace. C'est une question d'esprit. Tu peux avoir, je sais pas... Non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas une question de technologie, la marketplace. Ah, quand même, il faut être capable de se brancher. Il y a 10 ans, pour l'avoir vécu, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de se brancher chez tout le monde et d'importer les solutions. Il y a énormément de techno, mais d'ailleurs... ça change tout Amazon, d'ailleurs. Hein. Miracle, qui est la licorne française qui fait des marketplaces partout dans le monde. Ils vont revenir là pour qu'on parle de tout ça, parce que justement, ça m'intéresse. Non. Ce qui est intéressant, c'est les produits sont tout à coup devant toi avec une forme d'égalité. C'est ça. Le choix, il est plus sous le contrôle d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est forcément biaisé pour tout un tas de raisons. Donc, ou pas d'ailleurs, ou pas. S'il l'est forcément, il l'est forcément. Donc c'est en ça où ton mot de démocratisation il est très intéressant. C'est la transparence. Et puis surtout aujourd'hui, et là pour le coup, on peut critiquer autant qu'on veut Amazon. Amazon a apporté, alors il y en a d'autres, c'est Discount, moi qui suis bordelais, je vais défendre un peu notre crèmerie française, mais Amazon plus que les autres, dans plein d'autres secteurs et pas simplement dans le e-commerce, a créé la vraie marketplace. C'est-à-dire cette marketplace où évidemment il continue à y avoir des produits où on sait qu'Amazon touche plus de commissions, où on peut le gérer lui-même. Et là, il peut avoir cette tentation comme certains groupes de la distribution française. Bien sûr, mais il fait leur propre marque, je pense à Decathlon, etc. Mais pour autant, dans la vision, dans la mise en place et dans le marketing, tu l'as très bien relevé, c'est finalement la même chose qui sort. Alors on sait très bien que dans le top 3, quand tu vas chercher un produit, ça va être plutôt celui qu'ils aiment bien, qui va passer sur l'abonnement Prime, et c'est forcément celui où il marche le plus. Mais on est plus naïf aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien. C'est que la marketplace, c'est aussi un moyen pour le consommateur de prendre un peu ses propres responsabilités. Parce que le CGP ou le banquier ou l'assureur qui orientait un peu ton épargne, parce que forcément, pour des raisons qui lui appartenaient, il avait tendance à peut-être l'orienter, aujourd'hui, tu ne peux plus dire que c'est plus le cas, parce que quelque part, c'est toi qui provoque cette démarche commerciale en allant chercher ce produit. Et puis en plus, pour être très clair, quand je parle du biais du CGP, ça peut être juste un biais de réflexion. Intellectuel. Sa propre perception des choses. Il a parfois ses propres intérêts, ses propres accords. À ce moment-là, ils sont quand même assez largement transparents. Mais déjà, ça fait un biais. Mais il faut juste son biais de réflexion. C'est ça qui est intéressant. La limite, et tu faisais allusion à Robinhood et autres sujets comme ça, la limite de la marketplace, c'est aussi qu'à un moment donné, si tu laisses un néophyte ou un profane aller tout seul faire son marché, il y a certains secteurs où ces réflexes peuvent être encore trop naïfs ou en tout cas trop pas assez cuir-tannés. Et le CGP que je suis, ou le banquier, peut le protéger à ce moment-là, sur ce secteur-là. Il faut, alors comme on le dit régulièrement, le meilleur des deux mondes.
Il faut qu'à un moment, tu aies cette marketplace avec des verrous de sécurité à droite à gauche, parce que c'est vrai qu'on parle quand même de choses sérieuses. Il faut donc netinvestissement.fr. Il faut donc netinvestissement.fr. Qui fait du phygital, c'est-à-dire une marketplace avec au bout du fil des êtres humains. Et d'ailleurs, Primonial, donc Primonial, grosse maison de gestion Primonial, c'est pas les derniers des trucs. Ils ne sont pas trompés. Et donc, ils ont décidé de te racheter. Tout à fait. Ce qui nous vaut ce large sourire là de l'entrepreneur. Oui, ce large sourire d'abord. En plus, tu as du bol, tu es déjà à Bordeaux. Tu n'as même pas besoin de prendre ta retraite à Bordeaux, tu es déjà à Bordeaux. Tu es déjà dans un endroit de rêve. On se connaît assez pour savoir que je ne prendrai pas ma retraite. Que justement, 18 mois. Non. Enfin, vraiment, là, Stéphane, le sujet, mais je t'invite à inviter les dirigeants de Primonial. Parce que tu dois être le 50e entrepreneur que je reçois sur ces 15 dernières années qui fait « Ah non, mais Stéphane, mais... » Non, moi je reste, parce qu'on va développer au sein de cette grande entreprise quelque chose de très intéressant. Moi je ne vais pas développer au sein de cette entreprise. Moi je vais développer au sein de cette entreprise, mais je vais aussi développer cette entreprise. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis Net Investissement et au sein de Primonial, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le patron de Primonial, il n'a pas voulu mettre Net Investissement by Primonial. Il veut Net Investissement parce que lui, en fait, il a compris l'architecture ouverte. C'est-à-dire dans son cerveau, il y a une marketplace. Primonial a ses produits. Primonial traite aujourd'hui avec des CGP indépendants. Primonial a sa propre force commerciale. Donc en fait, Primonial a déjà 90% d'un parcours client. Ce qui manquait à Primonial, et c'est pour ça qu'on n'est pas en concurrence, nous, Net Investissement, avec les forces commerciales de Primonial, c'est les clients qui viennent sur Internet, qui font leur marché, qui vont sur des marketplaces. Et c'est là où Stéphane Visa, il est malin. C'est qu'il s'est dit à un moment donné, il me manque cette brique-là. Et donc cette brique, c'est pas je vais acheter, je vais intégrer, et puis comme toujours, les gros vont casser le petit jouet, parce que dans 9 cas sur 10, ça ne part pas dans le bon sens. Du reporting. Voilà, et ben c'est pas du tout l'objectif. C'est pas l'objectif. N'empêche, tu vas en faire du reporting. Il y aura un objectif sans nom des reporting financiers, évidemment, parce qu'on est au sein d'un groupe. En revanche, sur toute la démarche, sinon je ne serais pas assis en face de toi, on est assez libre de ce qu'on veut dire, de qui on est et comment on est. Et tu nous connais, on est, Carl et moi, assez chien fou. Et pour autant, ils sont ravis. Et je vais te dire, franchement, Stéphane, on n'aurait pas fait cette opération avec Carl, avec aucune autre boîte que Primonial, parce qu'ils sont aussi innovants et ils sont tout à fait capables de remettre en question leur propre modèle. Non, mais il y en a d'autres, des beaucoup plus intéressants, qui auraient pu me mettre à la retraite beaucoup plus vite, pour aller dans ton sens. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se marre un peu et on va se marrer avec Primonial, évidemment. Bon, très très bien. Mais donc voilà, marketplace, évidemment. Le phénomène du moment. L'architecture ouverte. Ouais, dans absolument tous les secteurs, on en reparlera. Il nous reste 5 minutes. Alors, Robinhood. Donc, il y a les deux lectures. Il y en a qui disent qu'il y aura un avant et un après à Wall Street. Et puis d'autres, il y a Jean-Pierre Petit qui était à ta place la semaine dernière, là, qui dit non, enfin, on n'en parle plus dans une semaine, une fois qu'ils ont repris la porte de Saloon dans l'autre sens. De toute façon, ça y est. Je pense que... Ça y est, non, il y a encore une... La boîte en question, vous connaissez tous l'histoire, je crois qu'elle avait pris 1600%. 1600%. Elle en a peut-être perdu 30-40, donc ça va. Sauf que le problème, c'est que... Dis-moi un peu. D'abord, pour que les gens comprennent bien, il y a plusieurs spectres, parce que tout le monde mélange tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le grand méchant hedge fund qui, comme d'habitude, a fait de la vente à découvert sur une valeur qui, je suis désolé, moi-même, je ne suis pas un grand consommateur de jeux vidéo. GameStop, c'est une des 7 valeurs les plus emblématiques de ce sujet, parce que c'est celle qui a pris 1600%. GameStop, c'est la maison mère de Micromania. Oui, mais on a raconté tout ça. Le jeu vidéo va pas bien, les magasins de jeux vidéo vont pas bien. On va dire ça comme ça, parce que le jeu vidéo va très bien. Tout ça, ils se sont mobilisés pour les défendre face. Au départ, c'est quelques iconoclastes qui sont là depuis plusieurs années sur ce site et qui s'amusent à aller embêter un peu les grands méchants de Wall Street. Là-dessus, c'est généré une certaine communauté de petits porteurs qu'on veut pas faire passer aujourd'hui pour des petites victimes, et qui sont en fait ceux que résume parfaitement la phrase de Gordon Gekko dans Wall Street, « Greed is good », la cupidité est une bonne chose. Eh ben non, c'est pas de la cupidité, et c'est le financier qui te dit, n'est pas une bonne chose. Vouloir gagner de l'argent, faire de la croissance, vouloir s'enrichir, entreprendre est une bonne chose. Être cupide, c'est-à-dire faire quelque chose uniquement avec un seul but, c'est l'appât du gain, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que pour toi, c'était le seul but. Le but, c'était pas de défendre. Si, au départ, la petite base, c'est une petite base de geeks. 1% de ceux qui ont... Non, peut-être pas 1%, je ne sais pas. Mais sur Reddit, ce groupe-là, qui au départ a pris GameStop, avait déjà fait plein d'autres opérations. Ils avaient tous perdu 1000% sur une action. Alors, ils avaient mis $10. Donc, c'est pas grave. Juste pour faire parler dans les médias qu'ils étaient prêts à perdre 1000%, juste pour montrer l'aberration des marchés financiers. Donc, cette communauté-là avait créé ce petit truc sur Reddit, qui est un réseau social. Là-dessus, c'est aggloméré une grande partie de petits porteurs qui a utilisé le fameux Robinhood. Robinhood est une plateforme qui met en place des nouveaux mécanismes de trading. Je la fais simple. On ne passe plus, quand on passe par Robinhood, par des bourses régulées, protégées, qui ont donc des obligations de fonds propres et de couverture pour les chambres de compensation, c'est-à-dire des trucs qu'on nous impose à nous, aux banquiers et y compris aux grands méchants hedge funds.
avec qui je n'ai absolument, je te rassure, on trade en direct. aucune affinité. On trade en direct. On trade en direct et on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, failli les couler parce qu'ils se retrouvent avec un tel volume. Exactement. Qu'ils ont dû aller chercher 1 milliard pour recouvrir leur position. Et donc aujourd'hui, il y a 2 conséquences. Là, je vais dans ton sens. Il y a 2 conséquences. Alors évidemment, ce sera balayé par la suite, mais ça va, j'espère en tout cas, tirer des bonnes leçons aux particuliers une fois de plus, comme en 2002-2003. Quand vous êtes un particulier, eh ben, vous manquez de connaissances. Il faut faire très attention parce que ceux qui sont rentrés, qui ont pris moins 30 ou moins 40, il y a des faillites personnelles aux États-Unis actuellement. Parce que quand ça a passé 1000%, on a tous cette tentation, y compris moi, de se dire attends, peut-être 1000%, ça va encore faire 500% pour le principe. Et ça a fait 600% pour le principe. Bah, tu mets 1000 balles, tu prends 600%, c'est colossal. Bah, y a des gens qui ont fait ça, sauf qu'en fait, ils ne sont pas su s'arrêter au bon moment. Et puis il y avait des effets de levier. Et quelque part, tant mieux si Robinhood s'est retrouvé pris à la gorge et a dû stopper ses ordres de passage, parce que c'est là où l'action commençait à être malmenée et que la volatilité devenait trop forte. Et là, monsieur, madame, tout le monde n'est pas câblé, ni intellectuellement, ni financièrement, pour assumer des pertes de moins 30 ou moins 40 en claquant des doigts. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent moins 30 ou moins 40 ? Ils débranchent pour récupérer ce qui reste et ils provoquent la chute des cours. Et bien ça, on dira ce qu'on voudra. Je ne vais pas défendre ma crèmerie. Je ne suis pas une société de gestion. Je ne suis pas une chambre de compensation et je ne suis encore moins un hedge fund. S'il faut retirer encore une leçon, c'est que s'il y a des professionnels, c'est pas pour rien. Et que depuis 2018, on les surveille. Et bien là, la preuve, c'est tout ce que je déteste dans les réseaux sociaux, et Dieu sait que je les utilise, quand on laisse faire des gens, des particuliers profanes, donner leur avis sur la politique, faire du trading en ligne sans contrôle, sans même avoir une bourse qui enregistre des actes et qui regarde si en face elle a les moyens de l'assumer, eh ben ça peut partir méchamment en cacahuète, pardonne-moi le terme. Là, on n'est pas passé loin d'un truc assez cataclysmique. Oh, non, parce que au départ, Melvin Capital, ça leur a coûté un peu d'argent quand même. Oui, mais enfin, bon, il a pris son risque. Voilà. C'est une boîte qui valait 300 millions de dollars, qui à un moment est montée à 10 milliards de dollars. Oui, et puis il parie à la baisse. Donc, non, mais il parie à la baisse. Voilà, c'est pas systémique. Non, mais ça laisse à réfléchir quand même. Parce donc, que le jour où des petits porteurs veulent se faire un gros qui peut être systémique, ça aurait pu arriver. Maintenant, on va tirer la leçon de ce truc-là, on va surveiller ça de près. Ouais, mais c'est la bourse. Non, c'est pas la bourse, Stéphane. Robinhood, c'est pas la bourse. Robinhood, ils vous promettent à vous, petits porteurs, 0 frais de commission. Non, mais attends. Alors malheureusement, on n'a pas le temps. Mais tu reviendras. Pourquoi, juste pour les petits porteurs, on aurait le droit de dire greed is not good? Non. En revanche, l'ensemble des hedges de la Terre, eux, ils ont le droit de dire greed is good. Greed is not good. C'est que, en fait, à partir du moment où vous passez par Robinhood, c'est pour payer 0 frais. Donc c'est là quelle est la cupidité. Vous ne pariez pas simplement sur la hausse d'une action. Vous ne voulez pas avoir de frais et pas payer les intermédiaires. Et vous ne vous posez pas la question de comment est payé cet intermédiaire. Et donc cet intermédiaire est lié sur sa façon d'être rémunéré à la façon dont il fonctionne dans son passage d'ordre. Donc le jour où ça part en cacahuète, il suspend. Pourquoi ? Parce que comme par hasard, son principal client à qui il passe les ordres est maison mère d'un des hedge funds. Stéphane, c'est dangereux. C'est juste ce que je dis. C'est dangereux. Quand vous ne regardez pas la valorisation d'une entreprise en 2002 et que simplement parce qu'il y a point quelque chose, vous mettez tout ce que vous avez, l'argent du petit, et ben à un moment donné, si vous ne faites pas gaffe, vous savez que la porte de saloon, comme tu l'as dit, va revenir. C'est le mot de la fin. Stéphane Van Nuffel, notre dernier invité. À demain sur Bismart.